Monsieur le Président de la République, l'Université Jean Moulin est très honorée de vous accueillir aujourd'hui à l'invitation des étudiants de l'association Polygone. Nous avons eu le plaisir d'accueillir dans ce même amphithéâtre Bernard Cazeneuve il y a maintenant à peu près 6 mois. C'était déjà par l'association Polygone, votre ancien Premier ministre. Nous accueillerons dans quelques jours Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui était aussi votre ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je crois qu'à ce rythme, nous pourrons très rapidement organiser un conseil des ministres, puisque le quorum sera quasiment atteint. Alors vous présidez, Monsieur le Président de la République, une fondation, La France s'engage. Je suis heureux de vous accueillir ce soir dans une université qui s'engage. C'est pour nous presque une obligation morale quand on porte le nom de Jean Moulin. Nous avons engagé de vastes chantiers de transformation de cette université à la hauteur d'un certain nombre d'enjeux essentiels, l'égalité des chances, la cohésion sociale, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les précarités étudiantes. Et je sais que ce sont des sujets qui vous sont chers. Nous avons aussi engagé des sujets, des chantiers décisifs sur la transition écologique et je crois que nous sommes un peu moteurs dans ce domaine avec une ambition, former tous nos étudiants d'ici 5 ans aux grands enjeux de la transition écologique, qui implique une transformation complète de nos méthodes. Nous sommes attachés à ce que Léon Blum appelait l'échelle humaine, hein. Une échelle qui nous permet de relever nos défis, de remplir nos missions, de prendre notre part à l'édifice commun, porter au regard de l'autre, à hauteur d'hommes et de femmes, d'étudiantes et d'étudiants. Vous allez cet après-midi nous parler des grands enjeux géopolitiques dans un monde en mutation, dans un monde en crise. Vous allez nous parler de l'Europe, qui aujourd'hui traverse une période d'une gravité extrême et que l'on aurait pensé ne pas se reproduire. En tant que professeur de droit et spécialiste des questions européennes, j'ai pu mesurer l'effritement de cet idéal européen, la crise démocratique et surtout la crise de l'état de droit que l'on affronte sur ce continent. Alors je suis heureux, et nous sommes tous très heureux, et vous voyez le public qui est venu vous accueillir aujourd'hui, vous entendre, que votre expérience de chef d'État puisse venir contribuer à éclairer le débat, à apporter des réponses, ou en tout cas à nous permettre de nous projeter, notamment sur cette question européenne qui, je sais, vous tient tant à cœur. Alors, Monsieur le Président de la République, bienvenue à l'Université Jean Moulin, cette maison est la vôtre, et je sais que les étudiants seront très heureux de vous entendre. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'administration, mes chères étudiantes, chers étudiants et chers membres de l'association Polygone. C'est le 10 février 2012, par l'organisation d'un café-débat portant sur la présidentielle, qu'est née notre association. Il ne fait aucun doute qu'à seulement quelques semaines de votre victoire à l'élection, vous étiez déjà très présent dans les échanges alors. 10 ans après, nous avons l'honneur de vous recevoir au sein de notre université. L'association s'appelait l'Agora. Elle s'est progressivement élargie pour organiser divers événements. Elle a su préserver en elle son goût pour la politique, pour le droit, mais aussi pour les relations internationales. Elle a fièrement gardé au fil des ans ses valeurs originelles, neutralité, pluralité et universalité, pour s'assurer d'un débat, pour s'assurer d'un débat toujours bienveillant. Polygone est aujourd'hui une association reconnue dans la vie étudiante de notre université de par ses événements, tout en s'assurant de travailler dans l'humilité et la convivialité. Monsieur le Président Carpano a exprimé la joie de l'université de vous recevoir. C'est naturellement un honneur pour nous également, Monsieur le Président. Vous avez, en tant que chef d'État, traversé les profondes mutations internationales que notre pays a vécues durant votre quinquennat. Vous les exposez dans votre dernier livre, Bouleversement, objet de notre invitation. L'organisation de nos conférences ne serait pas réalisable sans le concours des différents services de l'université que nous remercions chaleureusement. Le service événementiel, le service de la communication, de la vie associative, le service vidéo, le personnel en charge de la sécurité et bien sûr, les membres de la présidence de l'université. Je remercie également tous les membres de l'association qui ont assuré la synchronisation et les interactions nécessaires entre ces acteurs pour la tenue de ces événements. J'ai donc le plaisir d'ouvrir la saison des conférences de Polygone pour cette année.
Merci à vous tous pour votre présence et votre engouement à l'égard de cet événement historique. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Monsieur le Président de la République, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir pour cette première conférence de l'année associative Polygone pour comprendre la nouvelle donne mondiale. Donc, cette conférence va avoir pour fil conducteur les questions des étudiants, d'abord nous-mêmes, puis le public. En 2012, vous êtes élu président de la République française, fonction que vous occuperez jusqu'en 2017. Auparavant, vous avez notamment été magistrat à la Cour des comptes, député et secrétaire général du Parti socialiste. Vous êtes depuis le président de la fondation La France s'engage, créée en 2014 à votre initiative. Durant votre mandat présidentiel, vous avez eu l'opportunité de rencontrer et de vous entretenir avec les plus hauts dirigeants du monde contemporain. Vous racontez notamment ces entrevues dans votre nouveau livre Bouleversement, paru le 7 septembre dernier, qui nous réunit ici aujourd'hui. Dans cet ouvrage, vous nous apportez également votre lecture de la géopolitique de ces 10 dernières années, rythmée par de multiples événements. Votre regard d'homme d'État se porte sur des questions d'actualité majeures que nous allons détailler dans cette conférence. Vous commencez justement votre livre par cette phrase marquante: il est des rencontres qui sont des révélations. Celle que j'ai eue le lendemain de mon élection avec Vladimir Poutine fut particulièrement éclairante. C'est là que j'ai commencé à percevoir le grand basculement qui allait marquer la décennie. Comment décririez-vous les rapports que l'on peut entretenir avec un dirigeant que vous qualifiez de solitaire et inspirant l'admiration et la crainte? Bon, d'abord, merci, Monsieur le Président, de m'accueillir dans votre université, Jean Moulin. Merci à l'association Polygone d'avoir été persévérante. Je sais que plusieurs années de suite, elle s'était manifestée auprès de moi pour que je vienne, mais je voulais réfléchir, prendre mon temps, savoir si c'était dans de bonnes conditions et si la situation géopolitique justifiait ma présence. Et hélas, c'est le cas aujourd'hui. C'est vrai que en juin 2012, je viens d'être élu président de la République et j'accueille, à l'Élysée, Vladimir Poutine, que je n'ai jamais rencontré jusque-là, même si, j'avais, bien sûr, suivi son parcours. Il avait été président pendant 8 ans, puis ensuite, 4 ans Premier ministre et j'ai, une conversation, avec, un dirigeant qui a visiblement, envie d'impressionner, de montrer qu'il est non seulement de retour, mais qu'un nouveau cycle politique va s'ouvrir. Et j'ai eu cette formule le soir même, lorsque la conférence de presse commune, s'est tenue. J'ai, évoqué, l'impression que j'avais en disant: «C'est toujours la première impression qui compte quand on rencontre, une personnalité». Et celle-là avait été particulièrement marquante puisque dans cet entretien, et j'y reviens dans le livre, il, veut apparaître comme étant, le dirigeant d'un pays qui a été humilié, qui a été, effondré au moment du mur de Berlin et de l'Union soviétique et qui, est maintenant encerclé par, l'Alliance atlantique et il me demande, une feuille de papier. Ce que je lui accorde quand même, et il veut sur cette feuille de papier montrer où sont les missiles qui sont ceux de l'Alliance atlantique pour me faire comprendre, et pour me confirmer qu'il se sent, menacé par, l'Occident et démontrer le contraire et ensuite je vois qu'il veut, être dans une posture qui sera très différente de ces dernières années. C'est-à-dire, il voudra, démontrer que, aujourd'hui, c'est l'heure des régimes autoritaires, c'est l'heure, des, revanches sur l'histoire, c'est l'heure où, des pays, des grands pays, il y a la Russie et il y a aussi la Chine, puisque la Chine va connaître également une même, évolution avec, l'accession de Xi Jinping, au pouvoir. Xi Jinping qui va devoir, sans doute renouveler dans son mandat, dans quelques jours et donc que c'est maintenant, le temps des régimes qui ont beaucoup souffert, qui ont, heu, beaucoup progressé sur le plan économique pour la Chine, sur le plan militaire pour la Russie et que les démocraties sont maintenant, hors de de pouvoir prétendre organiser le monde. Voilà le sentiment que j'ai eu et qui ne s'est jamais, démenti puisque ensuite j'ai eu plusieurs fois l'occasion de rencontrer, Vladimir Poutine et notamment sur la question de la Syrie. Puis ensuite sur la question de l'Ukraine, au moment des accords de Minsk.
Et ce que j'avais, finalement, ressenti à ce moment-là, et ce qui ne s'est pas démenti, c'est que si nous laissions une opportunité, si nous ouvrions des brèches, si, nous nous retirions d'un certain nombre de domaines ou, de régions, eh bien, la Russie, d'une autre façon la Chine, utiliserait cette faiblesse pour, marquer, une nouvelle, ambition. Et je termine là-dessus, Vladimir Poutine, c'est encore vrai aujourd'hui, alors qu'il a pris une décision très grave de faire la guerre, il ne connaît que les rapports de force. Et l'idée, que je pouvais même, caresser, dans cette première rencontre, de me dire finalement, on peut peut-être par des relations, amicales, cordiales, de séduction intellectuelle, avoir, une quelconque pression sur Vladimir Poutine ou la force des arguments rationnels, ça ne compte pas. Seul compte, l'idée qu'il se fait de sa propre force, il peut se tromper, et l'idée qu'il se fait de la nôtre. Et quelquefois, elle n'était pas forcément en notre faveur. Merci pour votre réponse. Un des grands moments de votre mandat a été la signature des accords de Paris en 2015. Pour préparer la COP 21 qui a donné naissance à ces accords, vous êtes entretenu avec de nombreux dirigeants sur le climat et les efforts nécessaires à fournir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Dans votre livre, vous racontez que ces rencontres vous ont permis de constater une vraie prise de conscience chez les chefs d'État. Vous évoquez également les discours vous ayant le plus marqué, notamment celui de Xi Jinping, qui se dit prêt à faire de réels efforts dans sa politique industrielle afin de limiter la pollution. Ou encore, de manière plus émouvante, celui d'un dirigeant d'une île du Pacifique qui vous dira que lui, je cite, la lutte contre les émissions de CO2 n'est pas une question parmi d'autres. Elle décide de notre survie. Sans un effort mondial conséquent, nous serons submergés avant 30 ans et disparaîtrons de la carte. On retrouve aujourd'hui un réel décalage entre les promesses de la COP 21 et les actions de l'État, ainsi que dans les prévisions du GIEC et les objectifs dictés par les accords de Paris. Comment pourrait-on expliquer cela? Au moment des accords de Paris, donc nous sommes en décembre, 2015, il y a une conjonction, favorable pour, aboutir à un accord. Conjonction, de plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'il y a eu un échec très grave quelques années plus tôt à Copenhague et que les chefs d'État ont conscience qu'ils, sont devant des responsabilités qui ne pourront pas être, évitées si, il n'y avait pas de conclusion heureuse, de la COP 21. Le deuxième élément favorable, c'est que, Poutine, vient de commettre déjà un acte irréparable en Ukraine, mais a la volonté de ne pas compromettre, ce qu'il a déjà finalement conquis, et donc il n'est pas un facteur bloquant. Le troisième élément favorable, c'est justement l'attitude de la Chine, du président chinois, qui est dans une phase où son économie progresse à un rythme élevé, de grandes capacités technologiques, et où la seule menace qui pèse sur lui, sur la stabilité de son régime, c'est effectivement, le climat, avec, des contestations qui se font jour, même en Chine, sur des niveaux de pollution élevés, sur, des usines qui, émettent énormément de CO2 et sur l'exaspération de la population des grandes métropoles à vivre, dans des conditions décentes. Donc il est prêt à faire aussi, un acte important puisque la Chine est le deuxième pays émetteur, de gaz à effet de serre. Et le troisième élément favorable, c'est, Barack Obama, puisqu'il est, convaincu qu'il faut faire, ce qu'il n'a pas réussi à réaliser à Copenhague, il faut faire un accord général. Le plus difficile en réalité donc, à Paris, c'était de convaincre les pays les plus pauvres, les pays les plus exposés au désordre climatique, que non seulement nous allions prendre des engagements pour réduire les émissions de CO2, mais que nous allions, leur transférer un certain nombre, de moyens financiers. Le chiffre de 100 milliards de dollars était donc, inscrit. Qu'est-ce qu'on peut dire, quelques années plus tard? D'abord, il y a eu l'incertitude américaine, Donald Trump s'étant retiré à un moment de l'accord, de Paris. Et il y a, eu, la montée, des pays émergents qui, ont, sans doute, été les plus, émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis, il y a eu un relâchement général, provoqué aussi par, des crises, la pandémie et surtout la sortie de la pandémie, et maintenant la crise de l'énergie. Et enfin, sur, l'aspect,
qui était quand même le plus redistributif, faire que ce soit les pays les plus pauvres qui reçoivent une compensation, ce qu'on appelle les pertes et dommages, ou qui puissent être accompagnés de leur transition énergétique. Ils n'ont pas reçu les fonds espérés. À peu près les 2 tiers seulement sont arrivés. Donc aujourd'hui, on est devant une triple difficulté. Une difficulté parce qu'il n'y a plus de consensus à l'échelle du monde. La Chine et la Russie ne sont pas dans un état très coopératif. Deuxièmement, parce que les pays émergents et les pays les plus pauvres considèrent qu'il y a eu un manquement par rapport aux engagements. Et puis il y a une troisième difficulté, c'est qu'on continue à émettre du CO2 plus que ce qui avait été envisagé. Et que même si on avait respecté scrupuleusement les accords de Paris, on serait, selon les estimations du GIEC, à des niveaux de réchauffement bien supérieurs à 2 degrés, et encore a fortiori à 1,5 degré Celsius à la fin du siècle. Il y a dans quelques jours le COP qui va se tenir en Égypte, COP 27, après une COP qui a été assez médiocre dans ses résultats à Glasgow. Et donc, il est très important qu'il puisse y avoir des avancées. Mais compte tenu du contexte géopolitique, vous imaginez que ça ne sera pas si simple. Les pays développés pouvant dire, bah, écoutez, pour l'instant, nous sommes très préoccupés par la crise de l'énergie et puis par l'Ukraine. Et les pays de régime, enfin, au régime autoritaire ne sont pas les plus attentifs à la question climatique en ce moment. Et les pays producteurs de pétrole, qui étaient très silencieux au moment de l'accord de Paris, ne sont pas non plus empressés au moment où ils peuvent gagner dans cette phase. Donc il va falloir reprendre la pression, et d'une certaine façon, c'est terrible de le dire, heu, les prix élevés de l'énergie provoqués notamment par la guerre en Ukraine, mais pas seulement par la guerre en Ukraine, vont provoquer certes des décisions fâcheuses comme de réutiliser des centrales au charbon en Allemagne et peut-être même en France, mais vont obliger aussi des mutations, des transformations considérables dans les modes de production, dans les modes de déplacement, dans les modes de vie. Et donc, la crise de l'énergie plus l'exigence climatique vont sûrement, au-delà des COP, heu, provoquer et susciter des politiques qui vont réduire les émissions de CO2 davantage qu'il n'avait été prévu pour arriver donc à la neutralité carbone pour l'Europe au moins en 2050. Mais ça dépend aussi de la pression des opinions publiques qui, aujourd'hui, sont quand même bousculés par ce qui se passe, dans le monde. Et on dit souvent: «C'est la jeune génération qui est la plus mobilisée sur le climat». Oui, je le comprends et je le vois. Mais enfin, c'est toute la société qui doit comprendre que maintenant, c'est plus une question, que l'on peut reporter, qu'on peut différer, que c'est même une question même de survie pour des pays entiers. Donc à partir de là, pas besoin d'aller chercher très loin des causes de l'engagement. S'il y a un engagement qui est justifié par la situation, c'est celui du climat, à condition qu'on puisse l'accompagner par des politiques économiques différentes et par des politiques sociales qui puissent apaiser un certain nombre de conséquences des mutations qu'il va falloir opérer. Et voilà pourquoi l'accord de Paris est à la fois très important et d'ores et déjà très insuffisant. Alors, je vous remercie pour cet éclairage concernant l'un des enjeux majeurs de notre siècle. Un autre de ces enjeux, et qui a marqué le début du siècle pour l'instant, c'est le terrorisme. Donc, l'année dernière, nous avons reçu Bernard Cazeneuve pour une intervention sur la réponse politique face au terrorisme. Il était votre ministre de l'Intérieur au moment de la série d'attentats de 2015. Vous avez donc dû faire face à cette épreuve ensemble. Après avoir eu l'occasion d'entendre son point de vue, nous aimerions également vous questionner. Comment est-ce qu'on réagit en tant que chef d'État français, et comment aujourd'hui on envisage la menace terroriste dans la nouvelle donne mondiale? Oui, alors, Bernard Cazeneuve vous a déjà éclairé sur ce qu'avait été notre réponse face aux attaques terroristes que nous avons connues sur notre propre sol et que d'autres pays ont également subi. Le terrorisme islamiste, il a forcément une cause. Il n'est pas un facteur simplement qui viendrait d'un pays qui serait en guerre contre nous. En l'occurrence, ce n'était pas un pays, c'était une organisation. La cause, c'est le montée du fanatisme, d'un islamisme belliqueux et puis aussi de départ de jeunes de toutes nationalités, de tout pays donc, sur les zones de combat de l'époque, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie,
autrefois l'Afghanistan. Donc le terreau, c'est à la fois une, une une opération de propagande, fondée sur une religion qui est trompée, qui est détournée, et en même temps, un terrain qui est celui d'un conflit qui ne se résout pas. Donc nous avons été frappés par des attentats, notamment ceux de 2015, qui étaient, préparés, organisés, et hélas perpétrés par une organisation qui s'est installée en Syrie et en Irak, Daesh, qui ensuite a été, détruite, anéantie, mais il y a encore des poches, et qui n'est plus capable de commettre des attentats sur un sol, lointain. Toujours se rappeler que, le terrorisme, il fait d'abord des victimes chez les musulmans. En Afghanistan en ce moment, en Syrie encore, en Irak. Mais, et il peut être projeté sur des terrains comme les nôtres, sur le sol européen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation, je mesure mes mots, hein, qui soit capable de mener une opération telle que nous l'avons connue, hélas, heu, en janvier, 2015, et surtout en novembre 2015. En revanche, i la propagande, elle, n'a pas cessé. Le fondamentalisme, le fanatisme demeure. Il y a toujours le risque, d'un individu, qui n'est pas forcément dans les réseaux, qui n'est pas, accompagné par, quelques complices, et qui commet, un acte qui peut avoir des conséquences vertigineuses. J'étais encore il y a quelques jours, au procès des attentats de Nice. On est exactement dans ce cas de figure. Un individu qui n'était même pas fiché S, qui n'était pas repéré sauf pour, une violence, conjugale et une violence, de rue, et qui bascule dans le terrorisme, en quelques semaines, et qui utilise un camion. Bon, vous connaissez la suite. Ou, l'assassinat de Samuel Paty, un individu qui est dans un réseau, mais un réseau essentiellement, internet, et qui est, encouragé à commettre un acte qui est de tuer un professeur. Ça, c'est toujours possible, et c'est pour ça que la vigilance doit être très grande, à la fois sur les réseaux sociaux, sur, les prêches de certains fondamentalistes, ou, de repérage, de groupes qui, entretiennent, ce climat de haine, et qui peuvent, conduire un individu qui est plus fragile que d'autres à commettre, un acte, tout à fait, odieux, et qui a une vertu pour le terroriste symbolique. Tuer un professeur, ou, le 14 juillet, utiliser un camion pour tuer des femmes et des enfants. Donc voilà pourquoi, le terrorisme, islamiste notamment n'a pas disparu, mais n'a plus les mêmes formes que par le passé, et appelle, néanmoins, heu, une vigilance. Est-ce qu'il faut pour autant, c'est souvent une question que vous avez dû poser à Cazeneuve, c'est: est-ce qu'il faut avoir un arsenal législatif de plus en plus resserré? Non, il faut avoir des services, de renseignement de plus en plus aguerris, des signalements qui puissent être, utilisés, d'avoir aussi, de la part de la société elle-même, des témoignages qui puissent éviter le pire, notamment dans l'environnement familial. Heu, Moi, j'avais donc décidé de l'état d'urgence, ensuite je l'ai suspendu, il s'est arrêté. Pour certaines de ces dispositions, il a été réintégré dans le droit ordinaire, mais je ne crois pas que ce soit en ajoutant des lois aux lois. Là, c'est vraiment un travail, qui est nécessaire, de vigilance, de surveillance, de renseignement et de coordination, entre les pays. Merci pour cette réponse. Nous aimerions maintenant revenir sur un autre passage de votre livre qui nous a marqué. Le 30 août 2013, au cours d'un appel téléphonique, Barack Obama, le président des États-Unis, vous annonce qu'il ne déploie finalement pas ses troupes aux côtés de l'armée française comme prévu. Ce déploiement militaire prévu en Syrie, qui était à ce moment-là un pays en proie à la guerre civile violente, se retrouve compromis. Comment réagit-on quand on a à l'autre bout du fil le président de la plus grande puissance mondiale qui se retire à la veille d'une opération militaire majeure? Il y a des événements dont on perçoit qu'ils vont avoir une conséquence, mais dont on n'imagine pas qu'ils vont, changer, faire basculer, l'ordre du monde. La décision que Barack Obama, prend de ne pas nous suivre dans notre volonté de frapper le régime de Bachar el-Assad après qu'il ait utilisé des armes chimiques, cette décision que j'apprends
par téléphone, alors que nous avions convenu 2 jours avant de mener l'opération, bien sûr, me pose un problème, puisque nous ne pouvons pas nous-mêmes la faire seuls. Bien sûr, j'en vois les effets immédiats, parce que, Bachar el-Assad se sauve d'une situation critique, mais elle est bien plus grave qu'on ne l'imagine et que sans doute Barack Obama lui-même l'avait pensé. Lui, il avait le souvenir, de cette de sa position au moment de la deuxième guerre en Irak, de refuser justement, les interventions extérieures. Il n'avait pas gardé non plus une, très grande, leçon de ce qui s'était passé en Libye, lorsqu'il était intervenu, avec la France à l'époque, présidée par Nicolas Sarkozy et le Royaume-Uni avec Cameron. Donc il était, réticent à aller dans le sens, une fois encore, d'une opération extérieure, mais il n'a pas sûrement mesuré à ce moment-là ce que non seulement Bachar el-Assad, pouvait avoir comme soulagement, mais ce que Poutine pouvait avoir comme, interprétation. Et quelques jours après, cette, décision, nous étions réunis, dans un sommet du G20 à Saint-Pétersbourg, donc présidé par Poutine, et j'ai tout de suite, compris que à ce moment-là, le président russe avait, bien sûr, le souci d'éliminer les armes chimiques, en tout cas par la voie, de la négociation, mais avait, tiré comme enseignement. C'est-à-dire qu'il avait, là, la preuve que l'Occident, l'Amérique en tout cas, face à d'autres violations du droit international, parce que là, c'était une violation majeure, l'utilisation des armes chimiques, que les États-Unis n'étaient plus dans une posture où, il y avait une riposte possible. Ce qui explique qu'un an plus tard, après la révolution de Maïdan, Vladimir Poutine a encouragé, quand je dis encouragé, c'est un mot qui n'est pas forcément le bon, hein, a encouragé les séparatistes, ukrainiens à, faire une première guerre en Ukraine. Et donc, le retrait américain pour Poutine était, le signal d'une possible offensive sur, le terrain qui était le sien et qui m'avait été présenté, d'une certaine façon dès ma 1re rencontre avec Poutine, reconstituer l'Union soviétique. Bon. Ensuite, pourquoi, si on veut aller plus loin, pourquoi, fait-il finalement une deuxième guerre en Ukraine? Cette fois-ci directe, sans recourir à des intermédiaires qu'il prétendait ne pas connaître, mais là, il faut avoir une capacité de mensonge, à un niveau très élevé, ce que Poutine, détient, je pense, comme record personnel. Mais, il a il a il pensait à ce moment-là, en février dernier, que la débâcle américaine en Afghanistan, le fait que Trump se soit déjà désengagé largement de l'OTAN, que Biden ne réagirait pas, bon, était sur cette, logique-là. C'est là qu'il s'est trompé, on y reviendra. Donc 2013, août 2013, ce qui peut paraître, bien sûr, un acte important, intervenir ou ne pas intervenir pour punir Bachar el-Assad, c'est-à-dire frapper des bâtiments, hein, pas de faire des interventions au sol. Bon, on peut se dire c'est une décision malencontreuse ou une non-décision fâcheuse, mais on ne mesure pas ce qu'elle a provoqué comme compréhension, d'une situation et comme utilisation par la Russie et par la Chine de ce qu'ils pensaient être, un basculement. Merci, Monsieur le Président de la République, pour vos réponses et pour cet échange enrichissant. Nous allons désormais passer aux questions du public. Si vous avez des questions, je vous laisse lever la main. Des membres de l'association vous feront passer des micros. Bonjour Monsieur le Bonjour. Président. J'aurais aimé savoir quel rôle, actuellement vous jouez, autant dans l'ordre national qu'international. Parce qu'on a vu, vos prédécesseurs comme Nicolas Sarkozy avoir, par exemple, un pouvoir d'influence ou de présence, que ce soit sur la scène nationale ou internationale. Et donc j'aurais aimé savoir quel rôle vous jouez actuellement. Merci. Un ancien président, ne joue, de rôle que s'il, lui-même le définit. Chacun peut avoir sa conception. Jusqu'à récemment, enfin, dernières années,
les présidents venaient en fin de mandat siéger au Conseil constitutionnel et rester dans une position plutôt de sage. Ça avait été le cas notamment de Jacques Chirac. François Mitterrand n'en avait même pas eu le temps, il est mort un an après. Quant à Valéry Giscard d'Estaing, après avoir retenté une vie politique, il avait aussi siégé au Conseil constitutionnel. Pour ma part, je me suis refusé à le faire. Pourquoi? Parce que j'avais souhaité une révision constitutionnelle pour justement supprimer ce droit pour les anciens présidents de siéger dans cette haute juridiction. Et deuxièmement, parce que je voulais garder ma liberté de parole. Alors, j'en arrive à la réponse. Ben voilà, un ancien président, il peut définir son utilité, soit en intervenant sur la scène internationale quand il est mandaté pour le faire, parce qu'il peut aussi remplir des missions officielles, soit en donnant son interprétation, comme je le fais à travers un livre. Et sur la scène nationale, bah, il peut revenir dans la vie politique par un mandat électif ou il peut donner à des rythmes qu'il définit lui-même, son interprétation, son sentiment, son commentaire sur la vie politique. Mais après, on interroge toujours les anciens présidents pour savoir s'ils veulent redevenir président. C'est toujours un refrain. Euh, alors, quand ils deviennent très très vieux, je suppose que cette question n'est plus posée. Encore que maintenant, il semble qu'il n'y ait plus de limite d'âge, donc ça offre des perspectives. Mais non, on peut aussi, sans poser nécessairement un acte de candidature, tout simplement donner à un moment son avis. Et je crois d'ailleurs que le rôle de ceux qui ont exercé des fonctions importantes dans l'État doivent être des témoins, des transmetteurs, que je fais devant vous d'ailleurs. Faire que ce que j'ai pu vivre comme président de la République puisse être autant d'éléments qui puissent inspirer si c'est nécessaire, mais surtout informer les citoyens. Savoir ce que c'est que de prendre une décision majeure ou quelquefois de ne pas la prendre. Affronter des épreuves de terrorisme ou décider d'envoyer des soldats au Mali ou affronter des mouvements sociaux. Ça arrive à tout président, normalement. Mais c'est ça le rôle d'un ancien responsable, c'est de passer le relais. Bon, après, s'il est inspiré par d'autres motifs, il peut toujours l'être. Euh, Bon, après, il peut aussi décider de faire tout à fait autre chose et de rentrer, ce qui est d'ailleurs plutôt la tradition américaine, dans le secteur privé. Ou en Allemagne, on a eu aussi un ancien chancelier qui a été salarié par Gazprom. J'ai bien fait de ne pas me mettre sur le marché. Bonjour Monsieur le Président. Sous votre mandat, vous lancez l'intervention au Mali. Votre action est plutôt bien reconnue dans les sociétés civiles africaines et dans les chancelleries. Pourtant, 10 ans plus tard, quasiment 10 ans plus tard, on est chassé par la petite porte. Donc, qu'est-ce que la France a raté depuis en Afrique? D'abord, ce que la France a réussi, c'est à chasser les djihadistes en janvier 2013 qui allaient conquérir Bamako et qui allaient sans doute occuper une large partie du Mali. Là-dessus, c'est un élément que je n'avais pas forcément comme, comme information avant d'être président, c'est qu'il est possible de contrôler une très grande ville avec quelques milliers d'hommes très déterminés et face à des armées qui sont très désorganisées. On peut se dire comment quelques milliers de combattants peuvent aller jusqu'à Bamako et peut-être même au-delà, sans être repoussés par une armée organisée. Regardez ce qui s'est passé à Mossoul, grande ville d'Irak, qui était occupée par 20 000 soldats irakiens. Quelques milliers de combattants de l'État islamique ont contrôlé et ont chassé les forces qui s'y tenaient. Donc, en janvier 2013, on permet, c'est déjà beaucoup, à ce que les djihadistes, terroristes, les organisations en tout cas qui voulaient contrôler le Mali soient repoussés. Ensuite, ça c'était l'opération Chabal. Ensuite, il y a eu l'opération Barkhane qui était de faire en sorte que les armées africaines ou la mission des Nations Unies puissent faire le travail
de sécurité et les militaires français être simplement chargés de repérer les groupes qui commettaient des attentats ou qui commettaient des actes de guerre. Mais dans la durée, finalement, ce qui est regardé comme une opération de protection, de libération d'une certaine façon, devient vite, pour ceux qui, contestent la France ou qui contestent, une présence, qui assure la sécurité, heu, regardé comme une armée d'occupation. Est-ce qu'il a été assez fait pour le développement parallèlement aux actes militaires qui étaient nécessaires? Il y a eu de l'argent, sans doute, peut-être a-t-il, été mal utilisé ou détourné, c'est tout à fait possible. Et puis il y a aussi la responsabilité, de l'État malien, qui, n'était pas forcément empressé, de respecter des accords qui avaient été passés avec certains groupes pour, assurer le consensus. Résultat, au bout de quelques années, il y a eu un coup d'État militaire. C'est toujours un peu paradoxal, c'est-à-dire que l'armée qui n'arrive pas à à lutter contre le terrorisme arrive au moins à renverser les dirigeants qui ont été élus. Puis après, il y a eu un deuxième coup d'État. Savoir si on pouvait l'empêcher, ça, c'est une autre affaire. Mais, donc je crois qu'il faut en tirer une leçon, parce que ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est que une opération extérieure pour être, réussie doit être, de courte durée. Ensuite, elle doit être relayée par d'autres. Facile à dire, parce qu'il faut-il trouver d'autres pour le faire. Et les missions des Nations unies ne sont pas du tout, outillées, équipées et préparées pour faire ce travail de sécurité. Donc à un moment, il faut aussi responsabiliser, y compris ceux que l'on vient aider, en disant: «Mais c'est à vous d'assurer votre propre sécurité et nous, notre devoir, c'est de vous aider, sans doute à vous former, à vous équiper et à vous développer avec vous», et l'Europe le fait plutôt bien. Mais, voilà, il y a un moment, il y a aussi une responsabilité et c'est sans doute une erreur qu'on a connue dans d'autres terrains, notamment celui de l'Afghanistan, de rester trop longtemps, et c'est pour ça qu'il fallait sans doute partir et c'est ce que font, en ce moment les Français. Mais vous avez vu aussi le rôle des groupes Wagner, c'est-à-dire en fait, des Russes, enfin des milices de Poutine qui, entretiennent par des réseaux sociaux, là encore, une propagande et qui viennent, être une garde prétorienne pour, les officiers qui ont fait des coups d'État et qui font des prédations sur les territoires qu'ils essayent de contrôler. On le voit en Mali, on le voit en Centrafrique, on le voit en Libye, voilà ce qui se passe. Ne croyons pas que lorsqu'on n'est pas là, il y a, une émancipation. Il y a hélas, des phénomènes beaucoup plus graves de colonisation, par la Russie notamment et par la Chine sur le plan économique. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour. merci beaucoup de nous rendre visite à Lyon. Vous nous avez parlé en quelques minutes de nombreuses crises diplomatiques, militaires, économiques, énergétiques, climatiques. Et nous venons en France de commencer un nouveau quinquennat. Ma question est simple, êtes-vous confiant sur l'avenir de la politique française? Simple, voilà. Bien. Il n'y a pas de limite à notre, réunion. Donc, bon, les démocraties, je vous l'ai dit, tout à l'heure, sont sont vulnérables, sont fragiles. Même si, dans les crises, elles résistent plutôt bien, y compris dans la pandémie, et on le voit même, pour la guerre en Ukraine. Mais elles sont menacées de l'extérieur par les régimes autoritaires. Mais c'est vrai qu'elles sont aussi, traversées, par des tensions intérieures et par des malaises qui demeurent. Heu et dès lors que les démocraties ne sont plus structurées par des grands partis, par des grandes forces, qui peuvent être, sociales, associatives, politiques, elles sont encore plus vulnérables. Qui aurait pu penser, qu'aux États-Unis, un président, sortant, néanmoins battu, puisse se dire qu'il y avait eu une fraude et qu'il puisse encourager une émeute jusqu'au Capitole? Aux États-Unis, qui était regardée comme une démocratie plus ou moins exemplaire, mais une grande démocratie. Qui aurait pu, imaginer qu'en Suède, pays
tradition social-démocrate, un parti d'extrême droite, autrefois néo-nazi, puisse faire le plus haut résultat. En Italie, un parti qui, il y a encore quelques années maintenant, il est plus discret, considérait que le bilan global de Mussolini n'était pas si négatif, pouvait maintenant revendiquer le gouvernement italien. Et ce que je dois dire, en France, qui aurait pu imaginer, quand j'avais votre âge, qu'un mouvement d'extrême droite arriverait 2 fois de suite au second tour d'une élection, jusqu'à réunir 42% des voix? Et en plus, c'est des phénomènes, qui s'ajoutent ou qui complètent, une abstention, record à des élections qui, jusqu'à présent, mobilisaient les Français, notamment, l'élection présidentielle. Alors oui, il y a une crise de la démocratie et qui n'est pas simplement le fait que le président, Macron n'ait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Ça, je veux dire, ça peut arriver dans toutes les démocraties et ça, il y a des procédures pour y répondre, il y a des actes qui peuvent être pris, on en a connu dans le passé, des dissolutions, des référendums. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est, une forme de d'incapacité pour le pays à se sentir représenté, donc une certaine frustration et le fait que le débat politique se soit beaucoup, radicalisé dans un sens et dans un autre, et qu'il n'y ait plus de grands clivages qui apparaissent comme étant autant de solutions, avec une alternance qui puisse, se faire, avec des changements mais sans brutalité. Et alors quelle est, la solution? La solution, c'est de refaire de la politique, c'est de se réengager et de retrouver des grandes, familles politiques, différentes du passé, sûrement. Mais aujourd'hui, il y a en France, et c'est une spécificité française et qui explique beaucoup de son instabilité, et de sa volatilité électorale, c'est, le fait que les grandes familles politiques se soient effondrées, à droite, à gauche et que, il n'y ait plus, de ressourcement, de nouvelles pensées qui puissent offrir aux citoyens, un véritable choix, parce que les seconds tours où on doit d'abord éliminer ou plutôt que de choisir est un élément extrêmement, déceptif et qui fait qu'ensuite sans mettre en cause la légitimité du président élu, il est immédiatement mis en difficulté. Donc voilà, la solution, c'est de retrouver des grandes forces politiques qui, démocratiques, qui assument leurs différences, qui présentent des projets, qui inventent des solutions, des propositions pour que les électeurs aient le sentiment qu'il y a, enfin un choix et une espérance. Et on me dit: «Mais il y a peut-être plus beaucoup de différences entre les uns et les autres». Mais si, il y a plein de différences sur beaucoup de sujets, que ce soit des sujets, liés aux politiques économiques, politiques écologiques, aux libertés. Et prenons juste cet exemple. Bon, on est devant une crise, énergétique, et on a évoqué, une exigence climatique. Bon, bah, ça rien que ça, heu, il peut y avoir sur cette mutation qu'il va falloir accomplir, des propositions politiques différentes. Mais c'est le grand enjeu. Le grand enjeu, c'est est-ce que nous sommes capables, nous la France, mais ça vaut pour, les autres pays européens notamment, de faire, ce changement dans nos énergies, de modification dans nos modes de vie, de transformation de notre industrie, et en même temps de faire une politique qui ne n'exclut pas un certain nombre de catégories sociales et qui fasse qu'il n'y ait pas un creusement des inégalités à travers, la préoccupation écologique. Ah ouais, c'est quand même un bel enjeu, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de réfléchir et de penser et pas rester sur des formules toutes faites ou des surenchères. Voilà pourquoi je 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 suis confiant dans l'avenir, de la démocratie en France, s'il y a de la politique et s'il y a des grandes forces pour la représenter. Je suis très inquiet si on en reste, à ce qu'aujourd'hui, le paysage politique, c'est-à-dire, un paysage où l'alternative paraît, impossible ou difficile. Mais il n'y a pas d'alternative impossible. À un moment, qu'on croit, interdit devient possible. Donc c'est pour ça que ça, justifie, à mon sens, de nouveau de croire dans la politique et les formations qui la représentent. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. J'aimerais revenir un instant sur le Mali et vous demander si le retrait des troupes françaises au Mali ne pourrait pas revenir
à, à réanimer le creuset terrorisme dans la région et redevenir un réel danger pour la région et l'Europe et notamment la France. Et savoir si les forces maliennes sont assez prêtes au vu notamment des conflits politiques internes, sont assez prêtes à faire face à la menace et aux menaces à venir. Merci. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans doute la France aurait dû se retirer plus tôt du Mali, peut-être dès le premier coup d'État. Mais elle ne peut pas rester, alors même que les autorités venues justement de ces coups de force au Mali euh, dénoncent la présence de la France. Comme je le dis souvent, quand j'ai pris la décision d'intervenir au Mali, c'était à la demande des autorités légitimes du Mali et même des pays de la région. Je ne me suis pas dit dans mon bureau, tiens, il y a des, des véhicules conduits par des terroristes et bien équipés qui arrivent vers Bamako, je vais intervenir. Je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. C'est parce que il y a eu cet appel, parce qu'il y a eu cette demande pressante, parce qu'il y a eu, de la part de l'ensemble des pays africains de la région, de l'EUA aussi et même de l'ONU, disant: «Mais faites quelque chose, car là, il y a un danger majeur». Donc, nous sommes allés, si je puis dire, au Mali parce que, nous avions un devoir de solidarité, parce que nous étions appelés à le faire. Mais dès lors que, même si c'est, sur la base d'un coup d'État, ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, disent, «Vous devez partir», nous partons. Est-ce que ça a la conséquence que vous redoutez? Oui, sans doute, car, depuis, quelques semaines, il y a de plus en plus d'atrocités qui sont commises au Mali, dans les villes que nous avions sécurisées, Gao, Tombouctou, il y a de nouveau, l'emprise, des djihadistes et sûrement, même au sud du Mali, il y a déjà des opérations et puis ça s'est diffusé, vous avez vu, sur le Burkina Faso, sur le Niger. Donc voilà, il y a une situation extrêmement grave, et que, les responsables sont d'abord, ceux qui ont commis ces coups d'État au Mali. Je vais être plus bref alors. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Pensez-vous que la montée de l'extrême droite dans le monde est un danger pour la stabilité et la paix mondiale? Pour la paix mondiale, non, parce que euh, les extrêmes droites, en France, en Italie, et ailleurs, et même aux États-Unis, et on part du principe que Trump est d'extrême droite, euh, ces groupes-là, ces partis-là, ces personnalités-là ne sont plus dans un nationalisme de conquête, ne sont plus dans l'idée d'agresser leurs voisins. Non, ce sont des isolationnistes, des souverainistes, des protectionnistes qui disent, d'abord, restons entre nous. America First pour Trump, les Français d'abord, etc. Donc, sur la paix mondiale, ils sont même les nouveaux pacifistes. L'extrême droite italienne, longtemps, a considéré qu'il ne fallait pas de sanctions à l'égard de Vladimir Poutine. L'extrême droite française, qui est plus prudente, mais dit ben, il ne faut pas fournir des armes aux Ukrainiens. Et d'une manière générale, je me souviens quand il y avait justement les, les- les conflits en Syrie, il m'était demandé de ne rien faire, surtout de ne rien faire. Pareil au Mali. Tout ça ne nous intéresse plus. Tant pis pour eux. Tant pis s'il y a un bout de territoire ukrainien qui est absorbé, mangé par les Russes. Qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, même, ça finira la guerre, il n'y aura plus de tensions sur le marché des produits énergétiques, l'inflation sera réduite. Et donc, restons entre nous. Restons entre nous aussi pour éviter qu'il y ait des réfugiés qui viennent se précipiter chez nous. Donc les extrêmes droites sont, de ce point de vue, d'un pacifisme de régression. Euh, ensuite, stabilité ou l'équilibre politique, oui, il y a un danger réel. Il y a un danger réel parce que les extrêmes droites, même si peut-être on verra en Italie comment elles vont gérer leur accès au pouvoir, et notamment par rapport à l'Union européenne, les extrêmes droites sont pour des modifications de la Constitution, de sortir d'un certain nombre de traités internationaux ou de conventions pour éviter qu'il y ait des juges ou internationaux, européens ou français qui mettent en cause leur propre action quand ils gouvernent. Mais
Ce qui est nouveau, c'est que les extrêmes droites, depuis le Brexit, parce que faut bien le dire qu'il faut remercier les Britanniques. Ils ont rendu un service énorme à l'Europe en partant. Non pas parce qu'on ne les voulait plus, mais parce que, là, l'expérience du Brexit, avec, une crise terrible, hein, qui se passe, au Royaume-Uni, justifie plutôt de rester dans l'Union. La meilleure preuve, c'est que les partis d'extrême droite, ou c'était également, du côté de la gauche, radicale qui disait: «On va sortir d'une façon ou d'une autre de l'Union européenne». Plus personne ne dit ça. Donc ils ne sont plus dans l'idée de sortir de l'Union européenne. Ils font, une stratégie à la polonaise ou à la hongroise, c'est-à-dire on est dans le marché parce que ça nous arrange, tant mieux qu'il y ait l'euro, même si hier ils en contestaient la pertinence parce que ça protège aussi. Personne ne veut revenir au franc ou à la lire, en Italie. Mais en revanche, ils vont contester, l'Europe pour, les éléments de garantie juridique qu'apporte, l'Europe précisément pour, l'indépendance de la justice, pour la séparation des pouvoirs, pour les libertés, pour le droit à l'avortement, et cetera. Donc, il y a maintenant cette tentation de l'extrême droite qui est de rester dans l'Union européenne et j'allais dire, dans d'en neutraliser les aspects progressistes ou les aspects, juridiques qui justifient, la démocratie. Donc la menace est tout à fait sérieuse. Alors après, il ne suffit pas de dire, «Attention, il ne faut pas que l'extrême droite vienne au pouvoir». Ça me paraît être un discours assez vain, de dire, «Regroupons-nous, rassemblons-nous, évitons, l'extrême». Non, il faut d'abord faire des propositions qui puissent, notamment auprès des catégories populaires, qui sont quelquefois les plus disponibles pour, un vote, de radicalité ou d'extrême, eh ben, il faut, offrir, une perspective, une espérance, une garantie et de ce point de vue-là, l'Europe qui a longtemps été regardée, comme, une forme d'éloignement par rapport aux catégories populaires. L'Europe a été utilisée même pour, essayer de distraire les catégories populaires de l'engagement européen. Mais aujourd'hui, les plus modestes, préfèrent qu'il y ait quand même, je le disais, l'euro plutôt qu'une monnaie fondante. Les catégories populaires savent bien que si on veut se protéger, de menaces extérieures, vaut mieux faire une Europe de la défense que de rester tout seul. De la même manière, si on veut avoir une politique écologique, avec une lutte contre, les produits qui viennent de l'extérieur et qui pourraient, contenir du CO2, mieux vaut que ça se fasse à une échelle européenne. Et même sur la fiscalité, même si on peut faire quand même des choix fiscaux, en France sans avoir besoin que ce soit l'Europe qui en décide, on peut faire des taxes qui puissent, au niveau européen, nous protéger du dumping ou permettre, de lutter contre des profits scandaleux. Donc voilà, je pense que même la cause européenne n'est pas, pour les démocrates, une cause qu'il faudrait négliger au risque de nous couper des catégories populaires. Il faut leur parler aux catégories populaires. Et donc, voilà, c'est d'abord, j'y reviens, en offrant des solutions autres que celles du populisme qu'on arrivera à éviter l'extrême droite. Hop. Bonjour Monsieur le Président, merci beaucoup, c'était très éclairant. Moi, j'avais une question par rapport aux challenges qui sont face à l'Europe. Vous parliez de la montée des extrêmes en Suède, en Italie, les réticences de l'Hongrie, l'arrivée de l'hiver avec des gouvernements qui gardent à l'œil, bien entendu, les capacités de résilience de leur population. Est-ce qu'on va vers un délitement du front européen avec la guerre en Ukraine? Est-ce qu'on va réussir à maintenir un front uni ou pas? Merci. Alors, pour l'instant, face à la guerre en Ukraine, l'Europe a plutôt réagi, de manière, solidaire et cohérente, alors même que nous connaissons les contradictions qui la minent. Mais, il y a eu sur les sanctions, même sur l'aide, financière et l'aide pour certains pays militaires, il y a eu plutôt ce que vous appelez un front commun. Est-ce que ça va durer? Ce n'est pas sûr. Pourquoi ce n'est pas sûr? Parce que d'abord, il y a des pays qui veulent, en terminer avec la guerre, ou qui sont très liés à la Russie, notamment la Hongrie. D'autres qui, heu, peuvent penser que
Euh, il y a une politique énergétique qu'on peut déployer par ses propres moyens. L'Allemagne a montré des signes de ce point de vue qui ne rassurent pas. Et puis, bon, il y a des contradictions plus politiques, notamment par rapport à des pays qui ont des gouvernements très à droite. Alors, est-ce qu'il faut en rester là? En disant, faut essayer de garder la cohésion. Mais si on veut aller plus loin, et il faut aller plus loin sur beaucoup de sujets, notamment sur l'Europe de la défense ou sur les politiques sur le climat ou les politiques énergétiques ou les politiques fiscales, si on veut aller plus loin, à 27, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance parce que le Conseil européen, j'ai participé de nombreuses fois, fonctionne au consensus, donc à l'unanimité. Donc, mais beaucoup de temps à décider, et quand il décide, c'est quelquefois trop tard. On l'a vu sur la question des réfugiés. Et puis, il y a au-delà du Conseil européen, il y a des décisions qui, même à la majorité qualifiée, ne peuvent pas forcément être votées. Donc pour toutes ces raisons, il faut arriver à une nouvelle configuration, c'est-à-dire on gardera l'Europe à 27, peut-être elle s'élargira. Il y a déjà une communauté politique européenne qui a été annoncée, il y a même une réunion qui a suivi. Donc ça peut s'élargir l'Europe. Mais plus ça s'élargira, plus il sera nécessaire d'avoir en son sein, alors les mots ont été utilisés par de nombreux chefs d'État français ou responsables politiques, mais ou un noyau dur ou une, heu, une avant-garde ou une coopération renforcée. En tout cas, il faut qu'il y ait quelques pays qui décident, heu, non pas pour les autres, pour eux-mêmes, d'aller beaucoup plus loin. D'une certaine façon, c'est comme ça aussi que l'euro s'est formé. Au début, il n'y avait pas 18 ou 19 pays, il y en avait que quelques-uns. Mais là, il faut commencer sans doute, compte tenu de la guerre en Ukraine, par l'Europe de la défense et compte tenu de la crise énergétique, par l'Europe de l'énergie. Et ça se fera à quelques pays. Alors les autres diront: «Mais c'est pas bien, vous nous abandonnez». Non, on leur dira: «Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus». Heu, D'autres diront: «Mais c'est toujours, le couple franco-allemand». Couple franco-allemand, ça ne veut pas dire qu'on a, tout en commun avec l'Allemagne. C'est quelquefois justement parce qu'on est complémentaires qu'on est souvent, d'accord. Mais l'expérience que je peux vous transmettre, c'est que quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, l'Europe n'avance pas. Et quand la France et l'Allemagne sont d'accord, les autres rechignent en disant: «Mais pourquoi vous avez décidé, à tous les 2?» On leur dit: «On a décidé à tous les 2 parce que si on avait été 3, ça n'aurait pas été possible». Donc ça, c'est les Italiens qui disaient: «Là, pourquoi on n'était pas là?» Parce que bon, après, ce sont les Pays-Bas. Alors on dit: «Oh non, les Pays-Bas, ça complique les choses, ils sont encore plus allemands que prévu». Donc bon, sur les positions allemandes, hein, je ne veux pas du tout, aller, plus loin. Bon voilà, donc mais dès que la France et l'Allemagne sont d'accord, bah, tous les restes là, les Pays-Bas, ils finissent par accepter, les Italiens bien sûr, sont avec nous. Bon voilà, donc il faut qu'il y ait cette Europe, d'avant-garde et avec un axe, franco-allemand. Merci beaucoup. Monsieur le président, j'ai une question, mais parce que vous êtes très clair sur, je trouve dans votre livre comme dans vos propos, sur, le fait que la non-réaction à un événement peut avoir des répercussions terribles quelques années plus tard, pour la paix mondiale. Vous êtes très clair aussi, sur l'Ukraine et sur l'enjeu, de ce conflit, pour justement la paix mondiale et donc j'avais une question puisque, la France est quand même un des seuls pays au monde, où les anciens dirigeants politiques n'ont pas signé l'appel à créer une juridiction pénale spéciale pour juger le crime d'agression. C'est vrai que 150 anciens dirigeants, chefs d'État, Premier ministre, dont Gordon Brown par exemple, ont signé cet appel et la France fait figure d'exception. Donc, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que quand il y a un conflit, c'est le cas, si on commence à dire qu'on va juger, ceux qui sont dans la belligérance, c'est compliqué d'arriver ensuite, à la fin du conflit. Car la peur de celui qui actuellement a commis l'acte, c'est d'aller se retrouver devant une cour pénale, ou un tribunal exceptionnel. Même s'il y aura nécessairement des suites judiciaires aux crimes de guerre qui ont été constatés. Ensuite, faut-il encore, pour qu'il y ait une cour pénale ou un tribunal, que ce soit reconnu par le pays, qui, aura un de ses, dirigeants ou un de ses membres,
qui sera jugé. C'est très compliqué. Mais pour le reste, je pense que le combat pour une justice internationale et pour la punition des crimes de guerre me paraît nécessaire. C'est pas parce qu'un ancien dirigeant, même moi, je signerai la pétition que Poutine tremblera. Je pense qu'il faut d'abord le vaincre militairement. Je pense que le premier principe, c'est d'abord ça. Et le vaincre militairement, c'est hélas pour eux, mais ce sont les Ukrainiens qui mènent cette guerre. C'est eux qui font les sacrifices les plus importants. Alors vous allez me dire, oui, mais ils le font pour eux. Non, ils le font d'abord pour eux, bien sûr. Mais ils le font aussi pour l'ordre international. Car si Poutine devait gagner une partie du territoire ukrainien, le président chinois, dont j'ai dit qu'il était quand même en très grande concordance avec Vladimir Poutine, pourrait dire que sur Taïwan, c'est donc devenu possible. La Turquie, qui d'ailleurs va jouer les intermédiaires en ce moment pour essayer de trouver une issue à ce conflit, pourrait aussi se dire que sur la Syrie, il y a quelques territoires à reprendre, etc. etc. Donc voilà moi, ma position, qui est d'abord de tout faire pour que nous puissions aider les Ukrainiens à nous aider nous-mêmes pour nous protéger d'un désordre mondial extrêmement dangereux. Hein? On peut prendre deux, trois questions et je répondrai globalement. Enfin, si elles sont un peu cohérentes, mais même si elles sont incohérentes. Mais là, il y en a beaucoup, là, il faut choisir. Hein. Allez. Bonjour Monsieur le Président. Tout d'abord, merci de nous faire l'honneur de votre venue à notre université. Moi, j'ai une question concernant l'écologie. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint un point de non-retour aujourd'hui ou au contraire, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour améliorer tout simplement la situation? Oui, bien sûr qu'on peut éviter la catastrophe finale. Sinon, il faudrait vraiment que vous preniez vos précautions si on était dans un point de non-retour. Nous sommes dans des points limites où il faut maintenant inverser le processus. Donc il faut faire beaucoup d'efforts. Mais, mais si on conjugue les politiques nationales, si le prix du carbone est relevé d'une façon ou d'une autre, si on arrive à accompagner les pays les plus pauvres, qui ne sont pas ceux qui émettent du CO2, à assurer leur transition, et si on arrive à produire, grâce à la technologie du stockage du carbone, des formules nouvelles de production d'énergie, d'hydrogène, il y a plein d'espoir encore. Il y a encore des possibilités, bien sûr, d'inverser. Mais ce qui est clair, c'est compte tenu du retard qu'on a pris, le réchauffement va se prolonger encore plusieurs années. C'est-à-dire qu'au moment où on prend la décision et au moment où elle a un effet, c'est sur 10 ans, 20 ans que ça va se produire. Et tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, ou tout ce qu'on fait mal, tout ce qu'on fait insuffisamment, alors là, a des conséquences beaucoup plus lourdes. Donc il faut se dire que pendant 20 ans, il faut d'ailleurs s'adapter à ces circonstances. Et il y a des politiques d'adaptation. Pendant 20 ans, on va avoir des étés de plus en plus chauds, peut-être même des hivers de plus en plus rigoureux, parce que c'est ça aussi, le réchauffement climatique. Les gens, quand ils disent, bah oui, il fait froid, donc il n'y a pas de réchauffement. Si, et quelquefois, il fait encore plus froid dans les périodes de bouleversement climatique. Donc voilà, il faut agir et agir vite et agir tous. J'ai dit que j'ai répondu à une question et j'en ai répondu à une. Alors je vais.
n'avez pas laissé grand-chose à vos camarades, vous. Mais oui, bien sûr. Il y a une ou deux questions après? Deux autres questions et puis on clôt, c'est ça? Bonjour Monsieur le Président. Donc vous aviez évoqué Oui, ça marche. vous aviez évoqué le fait que Vladimir Poutine vous ait parlé des bases de l'OTAN. Et donc ma question c'est, étant donné que depuis 20 ans, 30 ans justement, on parle de ce conflit en Ukraine, est-ce que vous ne pensez pas que si on aurait suivi les injonctions de Henry Kissinger par exemple, c'est-à-dire via des traités par exemple, clarifier le fait que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN, est-ce que vous pensez que ça aurait pu permettre d'éviter le conflit ou du moins d'éviter une intervention armée en Ukraine? Ensuite? Bonjour Monsieur le Président. Alors je voulais savoir si, selon vous, les femmes devaient avoir peur de la nouvelle donne mondiale et je pense notamment aux Iraniennes. Quelles réponses peuvent-elles attendre de la France ou de la communauté internationale? Alors, sur l'ordre mondial, oui, je pense qu'il y a une confrontation qui est en cours entre les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, souvent occidentaux. Et c'est précisément parce qu'ils sont occidentaux qu'il peut y avoir dans l'autre partie du monde, celle qui n'est régie ni par des régimes autoritaires ni par des régimes démocratiques, et qu'il peut y avoir l'idée que il y a une équidistance à avoir entre les uns et les autres. Et ça conduit au rôle de la France. La France, souvent on dit qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est une puissance moyenne, comme avait dit Valéry Giscard d'Estaing? C'est une puissance d'équilibre? Non, c'est une puissance d'initiative, la France. C'est-à-dire qu'elle doit être capable de constituer des coalitions sur des grands sujets pour justement mettre en difficulté quand c'est nécessaire les régimes autoritaires s'ils ne veulent pas s'y associer, mais surtout en ramenant les autres pays qui peuvent se considérer comme, d'une certaine façon, ignorés par l'Occident, qui ne serait que dans une confrontation avec la Chine et la Russie. Et donc des coalitions, il y en a sur le climat, il y en a sur le développement, il y en a sur l'eau, il y en a sur l'alimentation, parce que c'est une question majeure pour un certain nombre de pays. Et puis il y en a aussi des coalitions sur les migrations, pour essayer d'éviter qu'il y ait des déplacements de population. Donc il faut que la France, elle l'a montré dans le passé, elle peut le montrer de nouveau, soit capable de faire ces propositions et d'associer des pays aux régimes différents, aux statuts différents, et de ne pas toujours donner le sentiment que c'est l'Occident qui vient donner la loi du monde, de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, sur la démocratie, on doit le faire, même si on doit aussi tenir compte des diversités. Sur le climat, on doit insister sur l'enjeu commun, mais voilà, il faut trouver des formes de coalition qui puissent associer les uns et les autres. La dernière question, c'était sur la guerre économique. Bon, la Chine a énormément bénéficié de la mondialisation pour 2 raisons. D'abord, une raison interne qui était que la Chine voulait aller le plus vite possible dans le capitalisme, dynamique économique, une conquête commerciale. Il y a 2 autres raisons. Une raison liée à la lutte contre l'inflation, parce qu'on considérait que c'était quand même bien d'avoir des produits chinois qui coûtaient beaucoup moins, et donc ça contribuait à donner du pouvoir d'achat d'une certaine façon aux pays les plus développés qui achetaient donc des produits chinois. Et puis il y avait une autre raison qui était de penser que si la Chine devenait une grande puissance économique, ce qu'elle est aujourd'hui, avec une amélioration du niveau de vie de sa population, ce qui est exact, et avec aussi une élévation du niveau d'éducation, la Chine allait avoir des standards qui iraient progressivement être communs aux nôtres, donc aller vers une forme de pluralisme ou de démocratie. De la même manière qu'avec la Russie, beaucoup avaient pensé, notamment nos amis allemands, mais pas seulement, qu'en achetant du gaz à la Russie, en investissant en Russie, en développant autant que possible les relations ou
commerciale ou même personnelle avec la Russie, eh bien, elle viendrait s'arrimer au grand paquebot européen et aussi serait dans une forme de convergence. Non, cette vision-là n'a pas fonctionné. Donc, on va être devant des confrontations économiques plus sérieuses. Les États-Unis ont commencé avec la Chine à contester un certain nombre de fermetures de marché ou au contraire d'exportation de produits chinois. Et deuxièmement, l'Europe aussi va être beaucoup plus restrictive à l'égard de la Chine. Donc on va avoir dans les mois prochains sans doute des tensions liées aussi à l'application des sanctions. Tout ça va conduire pendant une courte période, mais je ne veux pas donner l'impression de délivrer des messages trop pessimistes, parce que vous avez encore une vie à faire. Donc, mais sans doute que dans l'année prochaine et dans l'année qui suivra, il y aura une récession ou un affaiblissement de la croissance compte tenu de cette mondialisation qui va être largement entamée. Mais il y a aussi toujours des opportunités, le fait qu'il n'y ait plus cette mondialisation générale, il y a déjà des relocalisations d'activités, des réinvestissements qui se font dans des zones plus proches de l'Europe ou en Europe. Donc il ne faut pas craindre cette confrontation. Il y a un moment aussi, elle permet de rééquilibrer et d'éviter qu'on soit dans une espèce de libre-échangisme qui a fait quand même beaucoup de mal, sans faire pour autant du bien politique. Ensuite, il y avait une question qui avait été posée sur les femmes iraniennes et avant. Les bases de l'OTAN, oui. Je vous vois et tout de suite l'OTAN apparaît. Donc, oui, dans toute position, il y a une part de toute position d'un personnage politique, fut-il non démocratique, fut-il cynique, fut-il malveillant. Vous verrez à qui je pense. Donc, dans tout personnage, il y a toujours une part de sincérité ou de fausse vérité. Poutine était convaincu, ou se laissait convaincre par lui-même, que l'OTAN, les États-Unis, l'Occident, voulaient non seulement humilier la Russie, ça avait été fait au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, mais voulaient aussi peser sur la Russie en l'encerclant. C'était sa présentation. Toute la politique de la France, là aussi, tout président confondu, ça a été de refuser cette présentation. Et notamment sur la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, la France a toujours refusé cette perspective. Et l'Allemagne a suivi, même si je pense qu'au fond d'elle-même, et je n'ai pas d'éléments pour attester de cette position, mais je pense que l'Allemagne pouvait être tentée, mais le fait que la France refuse que l'Ukraine entre dans l'OTAN a fait que l'Europe tout entière, et notamment dans l'Alliance atlantique, nous avons refusé l'entrée de l'Ukraine. Et je dis heureusement que nous avons refusé l'entrée de l'Ukraine, car c'eût été, comme vous l'avez très bien dit, le prétexte pour l'intervention de Poutine, et c'eût été aussi l'obligation, compte tenu de l'article 5 du traité, d'intervenir comme belligérant en Ukraine. Mais là, il se trouve que l'intervention russe, enfin l'invasion, va forcément provoquer une demande ultérieure des Ukrainiens pour rentrer dans l'OTAN. On verra comment on sort de ce conflit. Peut-être faudra-t-il donner des garanties sans pour autant entrer dans un processus d'alliance. Sur les femmes, et si on s'arrête simplement à ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Iran, c'est que des femmes, d'abord, prennent des risques considérables pour leur propre vie. C'est que des femmes ont le courage de bousculer le régime des mollahs. C'est qu'elles sont victimes d'une répression considérable. Il y a une solidarité internationale, heureusement, qui se lève, mais c'est toujours la même question. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est terrible de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Apporter notre soutien, donner euh, notre solidarité la plus entière, dénoncer le régime des mollahs, empêcher que le régime des mollahs puisse détenir l'arme nucléaire, même si en l'occurrence c'est assez
secondaire par rapport à, même si c'est un risque majeur, mais c'est secondaire par rapport à la cause de la lutte des femmes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, si ce n'est de dire à toutes les femmes que le combat des Iraniennes est le leur et que, que si les femmes veulent se débarrasser du voile, non pas parce qu'elles ne seraient plus musulmanes, toutes ces femmes se, se considèrent comme musulmanes, mais qu'elles ne veulent plus être obligées de se vêtir ainsi, c'est le combat de toutes les femmes. Et ça peut servir à toutes les femmes. Hélas, celles qui sont sacrifiées aujourd'hui, ce sont les Iraniennes. Est-ce que le régime des mollahs peut tomber tout seul? C'est ça la grande question. Et qu'est-ce que l'on peut faire dans un régime qui ainsi assassine ses propres citoyennes? En Birmanie, Aung San Suu Kyi a été de nouveau condamnée, je ne sais à combien de peines de prison, je crois que ça doit être la 50e ou la 6e année de prison qu'elle subit. 4 opposants qui étaient députés ont été pendus. euh, et la Russie a accueilli la Birmanie il y a encore peu de temps. La Russie reçoit des drones de l'Iran. Donc voilà, il y a aussi, si je puis dire, une internationale des régimes autoritaires. Il faut savoir, quand on dit bah, la démocratie, c'est un régime occidental, non. Ce qui est vraiment abominable, c'est l'alliance des régimes autoritaires et des dictatures. Et la démocratie, elle vaut pour tout le monde. Il est maintenant l'heure de clore cette conférence. Encore merci, monsieur, pour avoir répondu à notre invitation.